Avec nous. Merci Alexandre Delval, vous connaissez parfaitement ce sujet-là. À quelle réalité le fait que plus aucun imam détaché ne sera accepté en France, à quelle réalité cette mesure répond-elle très concrètement pour qu'on comprenne bien? Alors, très concrètement, j'en parle avec un imam il y a quelques minutes. Le problème est venu de la Turquie. Pas de la Turquie en tant que peuple, bien sûr, mais la Turquie d'Erdogan. La Turquie à la fois du Midi-Guluş, qui est différent d'Erdogan. Vous savez que le parti islamiste turc vient du Midi-Guluş, mais le Midi-Guluş dont on a beaucoup parlé est implanté en Allemagne, dans toute l'Europe et dans l'Est de la France, et très radical, avec un livre qu'a écrit par Erbakan, le maître spirituel d'Erdogan, qui était un livre extrêmement antisémite, radical, néo-califal. Donc on a un problème avec l'islamisme turc, soit du Midi-Guluş, soit de l'islamisme turc d'État, le réseau du DİTİB, qui est lié au Diyanet, le ministère du culte en Turquie. Donc que ce soit les réseaux consulaires ou le Midi-Guluş ou d'autres associations turques, il y a eu des très grosses tensions sous Sarkozy, pas trop sous Hollande, qui était plus complaisant, et ça a recommencé sous Emmanuel Macron, qui ne supportait plus ce mélange de nationalisme, de néo-ottomanisme et d'islamisme très politisé, avec même du révisionnisme par-ci, d'antisémitisme par-là, et surtout une logique de refus d'intégration, avec des réseaux, des centres de formation, des mosquées, des écoles, une sorte d'irrédentisme, d'ingérence qui utilise des citoyens français d'origine turque pour finalement les maintenir dans une extériorité de cœur. Et là, pourtant, le Maroc est également concerné, mais on comprend bien, le Maroc et la Turquie, eh bien, les imams n'ont pas la même formation, il n'y a pas la même volonté derrière, et pourtant, la France fait le choix, eh bien, d'interdire à tous les imams détachés de différents pays qui n'ont pourtant pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Ils n'ont pas grand-chose à voir, mais que ça soit la Turquie, que ça soit le Maroc ou l'Algérie, il est quand même compliqué pour un État de voir des imams qui soient des fonctionnaires de pays étrangers, de surcroît qui n'ont pas les mêmes visions du monde. Il faut savoir que même le Maroc, le pôle le plus modéré des trois, ou avec l'Algérie c'est un peu kiff-kiff, il faut savoir que dans les pays d'Afrique du Nord, à part la Tunisie, il n'y a aucune reconnaissance légale de la conversion à un autre culte. Il n'y a pas de liberté religieuse. Au Maroc, on ne peut être marocain que si on est musulman ou juif. Si on se convertit au christianisme, on a des amendes et les prédicateurs chrétiens, protestants, souvent sont expulsés immédiatement et on peut être emprisonné si on est citoyen marocain. En Algérie, c'est pareil. Toutes ces lois ont été durcies depuis des années. Donc vous voyez bien que si l'islam de France dépend d'imams qui sont formés, qui sont des fonctionnaires de pays où on interdit toute liberté de culte, vous voyez bien qu'il y a un problème de non-réciprocité et de surcroît, il y a un problème d'ingérence puisque surtout le Maroc, encore plus que l'Algérie, le Maroc a beau être entre guillemets modéré, bien qu'il interdise le prosélytisme chrétien chez lui, le Maroc entretient une sorte d'irrédentisme. Le roi du Maroc, Hassan II, le père de l'actuel, l'avait dit dans des vidéos, dans un très bon français d'ailleurs, mais des vidéos qui sont encore très présentes sur Internet. Il disait qu'il était contre toute forme d'intégration et encore moins l'assimilation, et il disait un citoyen marocain restera toujours un Marocain après 10 générations. Et donc on ne peut pas accepter que des États étrangers utilisent le religieux pour en fait empêcher l'assimilation et pour une sorte de capitulation à l'envers. Et Macron, j'en parlais avec Charles Gomi également tout à l'heure, un autre imam, Macron a eu tout à fait raison, enfin le gouvernement Macron, d'interdire ces imams étrangers, non pas parce qu'ils sont étrangers, ils peuvent être très bien étrangers résidents français, le problème c'est quand ils sont payés par des États étrangers qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, le même rapport à la femme, à la religion, au pluralisme, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas être conformes, ces imams, dans leur prêche, dans leur vision du monde, dans leur discours privé, dans leur formation, entre guillemets, leur catéchisme. Ils ne peuvent pas véhiculer des valeurs d'un État pluraliste, puisqu'ils sont payés par des pays qui interdisent le prosélytisme chrétien et qui punissent les gens qui changent de religion. Alors, vous voyez bien que ça pose la question de la formation des imams en France. Je vous pose la question tout de suite, mais avant, Denis Deschamps souhaitait réagir. On n'a rien fait là-dessus, justement. Alors, on y revient, mais Denis Deschamps, vous Alexandre, j'avais une question à vous poser. Vous avez décrit la photographie, justement, de la Turquie d'Erdogan, très précisément par rapport à la France. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi une photographie des agissements de la posture turque sur l'Allemagne ?
Alors, la posture turque sur l'Allemagne, elle est sidérante. Il faut savoir que l'islamisme au pouvoir en Turquie aujourd'hui est arrivé à une époque où l'Allemagne, avec la Suisse, mais surtout l'Allemagne, était le lieu de refuge de l'islamisme radical turc qui était interdit pendant des décennies en Turquie. C'est à partir de l'Allemagne que l'islamisme turc a pu revenir ensuite en Turquie. Donc vous voyez que l'Allemagne, c'est plus qu'un lieu de refuge pour l'islamisme turc, c'est le bastion de l'islamisme turc. Le Mili Gülüş en Allemagne est très 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 puissant et dans toute l'Europe du Nord et partout il y a des grandes communautés turques. Et en plus, le Mili Gülüş en Allemagne, qui a son centre mondial en Allemagne, est structurellement lié aux frères musulmans et également avec le Qatar pour des liens financiers, notamment le Qatar Charity et le European Trust. Donc si vous voulez, le Mili Gülüş et les frères musulmans aujourd'hui sont très malins, ils sont devenus autochtones, ils ont des structures européennes, allemandes, suisses, françaises, anglaises, britanniques, etc. Et ils se posent comme l'islam autochtone, l'islam européen. Donc interdire les imams étrangers ne va pas régler le problème, puisqu'aujourd'hui ceux qui se présentent comme les imams français ou les imams turcs, pardon, ou les imams allemands, eh bien c'est des gens qui sont liés aux frères musulmans ou au Mili Gülüş. On va de Karide en Chilla. Donc on comprend bien, ça ne règle pas forcément le problème. Avant de vous libérer, cette dernière question, Alexandre Delval, on se souvient, il y avait eu le forum de l'islam de France, lancé en février 2022, avec des acteurs de terrain, justement pour mieux représenter la religion de l'islam dans le pays. Qu'en est-il aujourd'hui, et notamment cette question de la formation aussi des imams? Est-ce que la France est au point aujourd'hui? Pas du tout. En fait, on avait 3 ans. C'était une très bonne idée de vouloir faire un islam de France. Le FORIF, il a été créé de manière assez autoritaire, ce qui a déplu au CFCM, qui est resté d'ailleurs en place, mais le FORIF n'a rien fait. Pendant 3 ans, on aurait pu faire quelque chose. Il faudrait au minimum 3 ans pour former un imam, parce que dans le malikisme, l'islam majoritaire en France, on n'est pas obligé de faire 7 ans, comme le propose l'Institut Razali à la mosquée de Paris, et surtout l'Institut de Saint-Léger du Fourgeret à Château-Chinon, les 2 seuls lieux où on forme officiellement des imams en France et en Europe. Donc rien n'a été fait. Le FORIF avait comme mission de former des nouveaux imams. Eh bien, il ne s'est rien passé. Quant à l'Institut Razali de la mosquée de Paris, c'est une vingtaine de personnes par an, c'est pas suffisant. Et Château-Chinon, c'est les frères musulmans. C'est l'islam de Kardawi, comme Kardawi qui explique qu'on peut tuer les infidèles apostats, les apostats ou les infidèles blasphémateurs. Donc on a quand même un islam frériste aujourd'hui qui va récupérer le vide, et donc c'est très grave, parce que c'était une bonne idée d'interdire les imams détachés étrangers, fonctionnaires étrangers, mais pendant 3 ans, on a quand même laissé 3 ans, presque 4, eh bien rien n'a été fait pour vraiment faire un islam, par exemple le français, qui aurait pu être fait dans une université en Alsace, là où le Concordat le permet, sans enfreindre la laïcité. C'était une vieille idée de Chevènement, mais aussi de M. Jox, une vieille idée qui avait été reprise un peu par Pasqua, mais ça n'a jamais été mis en œuvre, parce que les différentes associations liées à d'autres États ont toujours vu cela d'un mauvais œil. Il y a une énorme division à l'intérieur des communautés musulmanes, c'est pour ça que c'est stupide de dire la communauté musulmane, elle est très divisée, et les pauvres musulmans français, nos concitoyens, mais ils sont pris en otage par des États d'origine ou des organisations comme les Frères musulmans ou le Mili Gülüş qui les utilisent dans une logique irrédentiste ou pour faire de l'ingérence pour les uns ou pour les autres. Rien n'a été fait pour la formation d'imams depuis 3 ans. Et c'est regrettable, ça veut dire que nos hommes politiques ont eu des bonnes idées, mais ils ont fait des effets d'annonce. Ils ont utilisé ça, ces effets d'annonce, dans des logiques électorales. Comme par hasard, c'est souvent quelques mois avant des enjeux électoraux. Mais concrètement, ils ne sont même pas allés au bout de ce qu'ils avaient annoncé. C'est bien regrettable, parce que c'était une chance historique. Merci beaucoup, Alexandre Delval. On a bien compris, c'était absolument passionnant, les différentes ramifications